Retrait du Burkina Faso de la CEDEAO, le Premier ministre Apollinaire Kyelem de Tambela apaise les inquiétudes du secteur privé. Cette rupture marque un nouveau départ et permettra au Burkina Faso de se réorganiser en fonction de ses intérêts. Ce sont les propos du chef du gouvernement face aux acteurs du secteur privé ce matin. Détail à suivre. Dans ce contexte de retrait de la CEDEAO, les trois pays accélèrent le processus d'intégration au sein de l'Alliance des États du Sahel. Des experts des pays membres sont à Ouagadougou pour réviser l'achat de l'Alliance afin de l'adapter au nouveau contexte. Et puis nous parlerons santé. Des représentants de l'entreprise japonaise Nipro sont à Ouagadougou. Ces fournisseurs d'équipements de prise en charge de l'insuffisance rénale sont là pour constater de visu les différentes installations des unités d'hémodialyse du CHU de Tenkodogo et du CHU Yalgado Ouedraogo. Ce sont des partenaires satisfaits que vous entendrez dans ce journal. Bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette session d'information sur le retrait du Burkina Faso de la CEDEAO a suscité des interrogations au sein du secteur privé. Le Premier ministre Apollinaire Kyelem de Tambela apaise les inquiétudes et réaffirme la volonté du gouvernement de poursuivre son développement économique. Selon le chef du gouvernement, cette rupture est plutôt un avantage car le Burkina Faso pourra désormais se réorganiser en fonction de ses intérêts. Les hommes d'affaires burkinabés sont donc invités à développer d'autres initiatives pour l'atteinte des objectifs. Maître Apollinaire Kyelem de Tambela était face aux acteurs du secteur privé ce matin ici à Ouagadougou. Le compte-rendu de ce conclave avec Bourema Amadou. Depuis le 28 janvier dernier, les trois pays membres de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ont décidé de quitter et ce sans délai la CEDEAO. Une telle décision est assortie d'implications surtout d'ordre économique. Pour une meilleure compréhension de la décision, le Premier ministre Dr Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela a rencontré les acteurs du secteur privé. Le divorce entre le Burkina Faso et la CEDEAO pousse ces acteurs à se poser des questions légitimes. Mais le ministre en charge du commerce Serge Poda rassure. Tout sera mis en œuvre pour préserver les intérêts du Burkina Faso. De cette rupture découlent plusieurs opportunités selon lui. Le pays aura l'avantage de renégocier des accords multilatéraux et bilatéraux en phase avec les aspirations profondes du peuple burkinabé en termes de souveraineté fièrement reconquise. En outre, cette décision de retrait va, à terme, induire l'élargissement de taxes à l'importation aux produits originaires de pays de la CEDEAO avec lesquels il n'y aurait pas d'accord spécifique. Aussi, en tant que pays membre de l'UEMOA, il continue de bénéficier des avantages d'accès au marché commun de cet espace. Le chef du gouvernement, Dr Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela, lui pense que ce retrait de la CEDEAO doit être une occasion pour les hommes d'affaires burkinabés de développer des initiatives pour un réel développement endogène du Burkina Faso. Pour ce qui est du commerce extérieur, le Premier ministre rappelle aux acteurs que l'essentiel du commerce se fait avec des pays extra-africains et des pays de l'UEMOA dont le Burkina Faso est toujours membre. Il ne faut pas croire que c'est nous qui avons des intérêts ailleurs et qu'ailleurs ils n'ont pas d'intérêt chez nous. C'est réciproque. Donc nous allons pouvoir de façon autonome négocier les futurs accords dans l'intérêt respectif de chaque peuple. Et si nous arrivons réellement à réaliser la politique du chef de l'État, qui est le développement endogène, nous allons accroître nos capacités de production et de transformation. Et c'est les autres qui viendront maintenant chez nous chercher ce qu'ils veulent à nos conditions. Pour les opérateurs économiques, cette réunion se présente comme une occasion pour s'imprégner de la vision des autorités après le retrait de cette organisation sous-régionale. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso ainsi que le Conseil national du patronat burkinabé ont réaffirmé leur engagement à soutenir les idéaux de la souveraineté économique et du développement endogène prônés par les autorités actuelles. Ils ont par ailleurs saisi l'occasion pour faire part de leurs doléances au gouvernement. Nous souhaitons qu'un mécanisme soit prévu pour accompagner les opérateurs économiques burkinabés à travers leur fêtière Chambre de commerce et patronat
dans leur quête de préservation de leurs activités dans ces pays qui contribuent à renforcer la résilience d'ensemble de l'économie de notre pays. Enfin, nous souhaitons que le gouvernement veuille bien associer les représentants des fêtières du secteur privé burkinabé dans la conduite des nécessaires négociations d'accords économiques qui seront engagés avec les pays de la CEDEAO non membres de l'UEMOA. Ce choix du Burkina Faso de se retirer de la CEDEAO n'est orienté contre aucune institution et aucun État, a laissé entendre Dr Apollinaire Joachimson Kielem de Tambela. Il soutient que ce départ vise tout simplement à assumer la souveraineté et la prospérité des populations vivantes dans l'espace de l'Alliance des États du Sahel. Pour adapter la charte de l'Alliance des États du Sahel à ce contexte de retrait de la CEDEAO, les hauts fonctionnaires du Mali et du Niger sont à Ouagadougou pour des travaux avec ceux du Burkina Faso. Durant 3 jours, ils vont plancher sur les textes encadrant l'Alliance et la création de la confédération regroupant les 3 pays. L'ouverture des travaux est signée Sanata Siré. Réunis pour 72 heures, ces hauts fonctionnaires des pays membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, vont procéder à l'analyse des recommandations issues des rencontres ministérielles précédentes tenues au Mali. Il s'agira donc pour ces experts, au cours de cette rencontre, de réfléchir de façon générale sur l'architecture institutionnelle de l'AES, surtout dans ce contexte marqué par le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO. Aujourd'hui, nous avons l'occasion d'approfondir la réflexion sur les résultats de la réunion de Bamako en vue d'une meilleure implémentation de notre alliance et d'une projection juridico-institutionnelle de nos 3 pays vers la création d'une confédération conformément à la vision de nos chefs d'État. Le contexte sous-régional actuel, marqué par les retraits sans délai et en toute souveraineté du Burkina, du Mali et du Niger de la CEDEAO le 28 janvier 2024, d'une part, et les espoirs et attentes légitimes de nos populations vis-à-vis de l'AES d'autre part, nous oblige à aller vite et bien, avec des résultats tangibles et probants. Cette rencontre, selon le chef de la délégation malienne, vise de façon spécifique à donner suite aux différentes recommandations formulées par les ministres et approfondir la réflexion sur les résultats de la réunion de Bamako en vue d'une meilleure implémentation de l'AES. Ces 2 réunions ont donné lieu à des recommandations fortes de la part des ministres, recommandations fortes pour ce qui concerne le développement socio-économique, pour les ministres chargés du développement économique dans l'espace du Dictaco Gourma, et les questions d'intégration politique et diplomatique pour les ministres des Affaires étrangères. La recommandation forte, dont vous vous souvenez certainement, était la création de l'AES et de la confédération de l'AES. Une autre recommandation dans le même esprit, c'était également d'élargir le domaine de compétences de l'AES pour l'étendre à des domaines qui n'étaient pas initialement couverts par l'AES. La présente rencontre des hauts fonctionnaires des pays membres de l'Alliance des États du Sahel va se dérouler du 12 au 14 février 2024. Elle se tient en prélude à la réunion des ministres des États membres de l'AES, prévue le 15 février prochain à Ouagadougou. Comme annoncé en titre des représentants de Nipro, une entreprise japonaise partenaire du ministère de la Santé, sont à Ouagadougou. Pendant plus de 7 ans de collaboration, le CHU Algado-Ouedraogo et le CHU de Tengango ont bénéficié de plusieurs équipements, notamment du matériel d'hémodialyse. Ces fournisseurs sont donc là pour constater de visu les installations des unités d'hémodialyse dans ces 2 hôpitaux. Après visite, ils ont été reçus par le ministre Robert Lucien Kargougou et c'est la satisfaction chez les 2 parties prenantes. Tous les détails avec Alexis Mounkouni Belmnaba. De l'unité d'hémodialyse du CHU de Tengango à celle du CHU Algado-Ouedraogo, une délégation de l'entreprise Nipro avec son partenaire européen a effectué une visite. Une visite conduite par l'entreprise Sibri Biomedical Service, son premier partenaire ici au Burkina Faso. Cette délégation a constaté de visu les différentes installations des unités d'hémodialyse. Nipro, cette entreprise japonaise partenaire du département de la santé burkinabé, dont elle est le fournisseur potentiel du matériel haute gamme de soins médicaux, surtout des soins d'insuffisance rénale. Et c'est avec satisfaction que les responsables des différentes unités manifestent tout en attestant la qualité du matériel. Les équipements ont été installés ici en 2020, voilà, et on n'a vraiment que des pannes mineures. Voilà. Par contre, il y a 2 types d'équipements. Il y a des équipements qui permettent de faire d'autres types de séances de dialyse et donc qui n'étaient pas prévus au début du contrat.
Et donc c'est ça nous avons souhaité qu'ils puissent mettre à notre disposition. Sinon, en dehors de cela, les équipements que nous avons ici, c'est les mêmes que partout ailleurs dans le monde, pour faire le type de dialyse pour lequel c'est prévu. Cette délégation a été reçue par le chef du département de la santé et c'est depuis plus de 7 ans qu'il y a une convention stratégique entre Nipro et le département de la santé burkinabé par le biais de Sibiri Biomedical Service, ce qui permet au service sanitaire burkinabé de disponibiliser des unités d'hémodialyse et de relever les défis. Au-delà de l'hémodialyse, l'autre préoccupation majeure, ce sont les transplantations rénales, une préoccupation que Dr Jean-Claude Kargougou travaille à trouver des solutions. Nous avons aussi la transplantation rénale qui constitue une priorité majeure pour le gouvernement de transition et nous sommes en train de travailler pour faire en sorte que dans les tout prochains mois, la transplantation rénale soit une réalité au Burkina Faso. Et nous allons le faire avec l'appui de tous les partenaires techniques et financiers qui sont enclins à nous accompagner. Pour que la transplantation rénale soit une réalité au Burkina Faso, afin de compléter l'offre de soins des insuffisants rénaux chroniques au Burkina Faso, raison pour laquelle Nipro et Sibiri Biomedical Service travaillent au renforcement de la coopération avec le ministère en charge de la santé afin de développer le service de dialyse au Burkina Faso. On a installé les mêmes machines de dialyse, le même traitement d'eau et on utilise les mêmes produits qu'on utilise en Europe et au Japon. Et donc on est très heureux d'être ici et aussi on a eu un bon entretien avec le ministre de la Santé qui est bien déterminé à renforcer la relation entre les sociétés et de confirmer le partenariat avec Sibiri Holding qui est un partenaire fort. Le Burkina Faso compte à ce jour 6 unités d'hémodialyse, toutes installées et suivies par Sibiri Biomedical Service. L'entreprise Sibiri Biomedical Service et Nipro ne sont pas seulement dans la dialyse. Elles sont aussi dans l'imagerie médicale, les consommables de laboratoire, les équipements de structures de santé, entre autres. Une nouvelle unité d'hémodialyse verra le jour au CHR de Gawa. Elle sera aussi équipée par Sibiri Biomedical et complétera à 7 le nombre des unités. Nous poursuivons avec la présidente de la Commission nationale des droits humains, Gonta Ariet Ali Dada, qui était l'invitée du journal du dimanche soir sur votre télévision Trui TV. Avec elle, il a été question de la présentation de l'institution, ses missions et l'état des lieux des droits humains au Burkina Faso. La présidente de la CNDH est revenue sur la question de la mobilisation des 5 milliards de francs CFA pour son plan stratégique 2023-2027. Le résumé de ses interventions avec Fatimata Nikima. Quand vous regardez le contexte, la question des droits humains est vraiment problématique. On ne peut pas dire qu'on défend les droits humains alors que ceux-là même pour lesquels on veut défendre leurs droits ignorent ce que c'est que les droits humains. D'où l'importance du plan stratégique 2023-2027 de la Commission nationale des droits humains CNDH. Elle ambitionne outiller les hommes et femmes vivant au Burkina Faso afin qu'ils puissent exercer leurs droits humains dans un environnement propice d'ici à 2027. Et cela passe par l'information, la formation et la sensibilisation de la population. C'est ainsi qu'on pourra déconstruire les préjugés liés aux questions de droits humains, a laissé entendre Gonta Ariet Ali Dada. Depuis un certain temps, quand on parle de la question des droits humains, les gens mettent la barre haute dans le niveau de langage. Alors, quand on regarde, la grande masse n'a pas été scolarisée. Donc, par moment, il faut utiliser les concepts propres à eux, il faut utiliser les canaux qu'ils connaissent, prendre en compte leurs spécificités, les rejoindre dans leurs besoins pour pouvoir mieux leur expliquer le concept des droits humains. Au-delà de la population, il va falloir sensibiliser également les autorités burkinabées afin d'instaurer un environnement propice à la promotion des droits humains malgré les contextes difficiles. C'est ce qui justifie d'ailleurs les 4 axes du plan stratégique de l'institution. Le premier est axé sur le renforcement institutionnel et opérationnel de la CNDH pour plus de visibilité. Le second axe est de doter la population d'outils pour sa protection et sa défense.
Et l'axe 3 qui est dédié à la prévention de la torture. Nous sommes dans un contexte très délicat, si bien que il serait important que ce mécanisme national de prévention de la torture qui a été reversé à la CNDH soit non seulement connu et aussi arrive à faire des visites périodiques dans les lieux de privation de liberté. Et quand on parle de lieux de privation de liberté, il y a les cellules de garde à vue, il y a les maisons d'arrêt, il y a les centres psychiatriques et certains centres spirituels dont l'État n'ignore pas l'existence et où vraiment on se rend compte que des personnes sont torturées. Le dernier axe prend en compte l'amélioration du cadre législatif et réglementaire. Et à la présidente du CNDH d'ajouter que ce plan stratégique a été établi de façon inclusive et après le bilan de l'ancien plan stratégique et l'état des lieux du contexte actuel. Gonta Harriet Alidada dit être donc confiante quant à l'accompagnement des partenaires techniques et financiers pour l'atteinte des objectifs. C'est vrai, un plan stratégique, c'est mobiliser des fonds, c'est vrai, mais tout n'est pas que argent. Il y a l'accompagnement technique et stratégique. Dans ce lot de partenaires-là, il y a des partenaires qui ne vont pas donner de l'argent, mais de par leur posture, pourront stratégiquement faire des plaidoyers pour nous. Il s'agit surtout des plaidoyers pour l'obtention de l'accréditation au statut A du Burkina Faso, statut que le pays a perdu car il ne répondait plus aux standards. La loi posait problème selon la présidente de la CNDH. La loi ne répondait toujours pas aux standards qui régissent les INDH. C'est en 2016 qu'on a pu avoir vraiment une loi qui répond vraiment à ces standards-là. Et également, quand vous répondez à ces standards, en plus de ça, dans l'ancrage institutionnel au niveau du pays, on regarde à quel niveau l'autorité vous a mis. Quels sont les moyens que l'autorité vous donne. Selon Gonta Harriet Alidada, la CNDH est à pied d'œuvre pour combler ses limites et ses faiblesses afin d'ouvrir la demande pour l'accréditation. Pour le moment, la CNDH travaille à faire respecter les droits humains dans ce contexte de crise sécuritaire dans le pays. Elle a d'ailleurs changé sa technique d'approche pour dénoncer les violations de droits humains. Elle ne rédige plus de communiqués. Désormais, elle envoie des lettres aux personnes concernées ou organise une rencontre d'échange. CAN 2023, la Côte d'Ivoire, sacrée championne d'Afrique, repêchée en phase de poule. Les éléphants ont arraché le trophée continental, portant à 3 le nombre de titres de champion d'Afrique. De milliers de supporters de différentes nationalités se sont retrouvés au domicile de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, ici à Ouagadougou, pour suivre cette finale de la 34e Coupe d'Afrique des Nations. Au coup de sifflet final, l'ambiance était phénoménale. Suivons. Nous sommes à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Burkina Faso, ici. Ils ont pris d'assaut les lieux, histoire de pousser les éléphants de Côte d'Ivoire à la victoire de la 34e Coupe d'Afrique des Nations. Mais avant le coup d'envoi, les réactions et pronostics. Non, on est plus que capable. On est plus que capable de gagner cette CAN. Parce que comme on dit, la CAN reste chez nous. Et tout a commencé en Côte d'Ivoire, ça finira en Côte d'Ivoire et la coupe ne bougera pas. Quand on m'a tiré ça là, c'est parce que la coupe, on ne peut pas partir ça à la maison comme ça. Donc on a besoin de quelqu'un qui va nous compléter. C'est de ça qu'il s'agit. Amenez ça à Kradio, amenez ça où. Donc je te fais comprendre que ce gars qui est en train de jouer là, c'est une revanche. La revanche. Le score c'est 3-0. Le coup d'envoi est donné, la Côte d'Ivoire a le ballon, fait le jeu, se crée même des occasions, mais sans pour autant scorer. Ils seront même surpris à la 37e. Sur un corner, les Super Eagles, par la tête du capitaine, ouvrent le score. Et c'est le silence ici. Des supporters pas contents du comportement de leurs joueurs sur le terrain, comme vous pouvez le constater. Et c'est le score à la pause. Je pense que les éléphants sont encore un peu lents, ils ne sont pas encore dans le match. On a raté quelques occasions, mais tout va se faire. Je pense qu'on va retirer le but et on va prendre cette coupe. Il n'y a rien à dire. On va prendre cette coupe. Malheureusement, on n'a pas eu de but, mais nos joueurs jouent très bien. Nous sommes très fiers d'eux.
Moi, je ne suis pas du Burkina, je viens de Londres, mais j'ai décidé de venir à l'ambassade du Burkina, de la Côte d'Ivoire au Burkina, pour suivre le match. Nous sommes fiers de nos éléphants et nous allons rester derrière eux jusqu'à la fin, parce qu'ils méritent. En seconde partie, les éléphants reviennent avec un autre jeu. Question de remettre les pendules à l'heure. Chose qui va payer à la 62e minute. Les supporters jubilent. Les joueurs sont conscients et il faut aller chercher le deuxième but. Les tentatives sont récurrentes et la voix est toujours donnée ici. À la 81e minute, c'est la délivrance, le soulagement total. Sébastien Haller marque le deuxième. Les choses resteront-elles jusqu'au coup du sifflet final au grand bonheur des supporters. La batterie du jeu des joueurs, c'est ce qui a embarqué totalement aujourd'hui, c'est ce qui a poussé l'équipe de la Côte d'Ivoire à remporter cette finale. Et donc je tiens encore une fois de plus à féliciter l'entraîneur. Je suis contente pour vous, vraiment, je suis contente pour vous. Félicitations, je suis très contente. On est des frères, Maroc et Côte d'Ivoire, bravo, félicitations. Gossé Justine, chargée d'affaires à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Burkina Faso, ne cache pas sa joie après cette victoire. Vraiment, on a commencé difficilement. On a même frôlé l'élimination. Et puis là, ressuscité grâce au Maroc. Donc on remercie aussi le Maroc, on n'oublie pas le Maroc. Merci de nous avoir aidés à arriver à atteindre notre but. Vraiment, on dit merci à tout le monde, merci à tous ceux qui sont venus nous soutenir. La Côte d'Ivoire vient d'ajouter une étoile aux deux autres. Pourtant, elle a connu un début pas facile dans ce tournoi et était au bord même de l'élimination. La Côte d'Ivoire a gardé sa chose. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique 2023. À Bobo du Lasso également, l'ambiance était au rendez-vous. Des supporters des éléphants étaient nombreux à célébrer la victoire de l'équipe ivoirienne avant et après la compétition. Ambiance électrique, supporters en transe, c'est le spectacle après le coup de sifflet final au stade Alassane Ouattara d'Épimbe. Les éléphants accrochent ainsi une troisième étoile sur leur maillot après un match âprement disputé. À la 38e minute, les Super Eagles ouvrent le score sous les regards du président Alassane Ouattara. À la 62e minute, les éléphants reviennent au score par l'entremise de Franck Kessié. À la 81e minute, Sébastien Haller marque le deuxième but de la Côte d'Ivoire. 2 buts à 1, les éléphants de la Côte d'Ivoire sont sur le toit de l'Afrique. Mais on a pris la coupe, on ne vaut rien, mais on a pris la coupe. C'est la Côte d'Ivoire, c'est chez nous. On dit, la coupe là reste chez nous. Et ça reste 3 étoiles, il n'y a pas de moment, ça ne va pas quelque part. Éléphant, voyez! On a dit, la vieille d'Akradio avait prédit, la Côte d'Ivoire est une équipe qui est ressuscitée. Merci à la Côte d'Ivoire pour ses émotions organisées et prendre. Il y a 11 pays qui l'ont fait en Afrique et ils font partie de ces équipes. Merci à la Côte d'Ivoire, on était heureux, c'était spectaculaire, c'était magnifique. À Bobo du Lasso, on célèbre la victoire parce que c'est des pays frères, loin de la politique, nous sommes ensemble. Vive le football, vive l'Afrique. Franchement, c'est vraiment inattendu. Ils nous ont mis dans une joie démesurée ce soir. C'est vraiment incroyable, un parcours en homme. Vraiment, la troisième étoile est méritée. Félicitations à la Côte d'Ivoire. Nous sommes champions du monde, champions d'Afrique. Je suis content. Champions d'Afrique. Aujourd'hui, c'est une émotion très fort. On les avait dit, ils vont l'îler, mais ils vont l'îler. Nous sommes des champions. Nous les Ivoiriens des champions de l'Afrique. On est vraiment heureux. Il faut les faire. Il faut les faire. La coupe c'est chez nous. On prend, on fait comme on veut. Félicitations à toute la Côte d'Ivoire. Félicitations à tout le monde. L'Afrique gagne, la meilleure gagne, la meilleure gagne. Sorti, on était meilleur, dernier meilleur troisième. Voilà. Et on a la coupe actuellement. Voilà nous aujourd'hui là.
Il y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu. Côte d'Ivoire, là, c'est un pays qui est béni. Béni de Dieu. Voilà. On est venu assister le match au village Cannes de Bobo Dioulasso. Ça s'est bien passé. On a toujours eu confiance dans cette équipe ivoirienne. Et vraiment, ils nous ont fait plaisir. Vraiment, c'est un sentiment de joie qui nous anime. Ici, c'est à Bobo Dioulasso, c'est la fête. En tant que supporter des éléphants. Ainsi donc, après 92 et 2015, la Côte d'Ivoire est portée sur le toit de l'Afrique lors de cette édition. Les Super Eagles, vainqueurs de l'édition 2013, repartent avec la médaille d'argent. L'Afrique du Sud, la médaille de bronze. Notons que le titre du meilleur gardien revient au portier sud-africain ainsi que celui de l'équipe Fair Play. Des nouvelles du Cameroun. Pendant la célébration de la fête nationale hier 11 février, un attentat à la bombe a fait un mort dans le nord-ouest du pays. Les premiers soupçons vont vers les séparatistes. Suivant. Dans la commune de Nkambé, située dans la région anglophone du nord-ouest du Cameroun, un attentat à la bombe a fait au moins un mort et des dizaines de blessés dimanche. Les autorités soupçonnent les séparatistes anglophones qui combattent l'armée depuis 7 ans. Plusieurs personnes auraient été blessées, dont des enfants qui reçoivent des soins médicaux dans les différents établissements de santé de Nkambé. Ici, on soupçonne que des combattants séparatistes soient derrière cette attaque survenue alors que les Camerounais commémoraient ce 11 février la journée nationale de la jeunesse. Avant les événements menant à cette commémoration, les combattants séparatistes qui réclament une nation indépendante depuis 2016 dans les 2 régions anglophones ont interdit toute activité, allant jusqu'à instituer un blocus d'une semaine visant à perturber toute activité, montrant qu'il y a un retour à la normalité dans les 2 régions anglophones du Cameroun. L'incident à Nkambé souligne une fois de plus la réalité alarmante des attaques fréquentes lors des événements majeurs du gouvernement dans les 2 régions anglophones du Cameroun. Le gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lélé-Lafrique, a annoncé ce lundi l'arrestation de 3 personnes en lien avec l'explosion, qui représente la première attaque significative à Nkambé depuis le début du conflit armé en 2017. Voilà donc pour la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Bonsoir.